Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision La Paris que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Ce jeudi matin, le ministre de l'Intérieur, son homologue de la Justice et le secrétaire général du ministère de la Communication ont conjointement animé un point de presse. Cette sortie médiatique qui s'est déroulée dans les locaux du ministère de l'Intérieur a été essentiellement consacrée aux messages incendiaires véhiculés ces derniers temps dans les réseaux sociaux. Détail avec Hamza Sakou et Sadou. Messages haineux, ethniques, claniques sont entre autres natures de publications faites sur les réseaux sociaux depuis le 26 juillet 2023, avec pour mobile la déstabilisation du Niger et des institutions de la transition, tout en sapant la quiétude, la paix et la cohésion sociale. Ainsi, pour répondre aux acteurs de ces messages et toute personne impliquée dans des aventures du genre où qu'elle se trouve, ce point de presse est animé conjointement par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, et du secrétaire général du ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, fait état de la situation en rappelant la loi et les sanctions qu'encourent ceux qui s'inscrivent dans cette logique. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique que les infractions au code pénal, à la loi sur la cybercriminalité et le code de justice militaire constatées ces derniers jours à compter du 1er août au 27 octobre au niveau des tribunaux de grande instance de Niamey, du tribunal d'instance de Zender, du tribunal de grande instance de Zender, des tribunaux d'instance des autres départements sont au nombre de 27 procédures ayant mis en cause une quarantaine de personnes. Les infractions les plus couramment relevées sont celles prévues, comme je le disais tantôt, par la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité. Au Niger, modifiée et complétée par la loi 2022-30 du 30 juin 2022, par les dispositions du code pénal, par les dispositions de la loi portant sur la justice militaire. S'agissant des textes législatifs et réglementaires, le gouvernement a adopté la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Cette loi a incriminé tout comportement illégal faisant intervenir des opérations électroniques qui visent la sécurité des systèmes informatiques et des données qu'ils traitent est tout à fait illégal commis au moyen d'un système ou d'un réseau informatique ou en relation avec un système informatique. Les conventions ratifiées par le Niger en matière de cybercriminalité. Le Niger a ratifié le 13 janvier 2022 la convention de Malabo sur la protection des données à caractère personnel. Il a aussi ratifié le 2 septembre 2022 la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001. En matière de preuves électroniques, pour faciliter la recherche et la reconstitution des preuves électroniques, des institutions ont été créées. Il s'agit du Centre national de cybersécurité, CENAC. La principale mission du CENAC est de lutter contre la cybercriminalité. Le point de contact 24/7 PJ. Quant au ministre de l'Intérieur, c'est le lieu de rappeler le comportement irresponsable de la France depuis la chute du président Bazoum. Toutes ces actions, ces manipulations politiciennes, ces agitations procèdent d'une tentative de déstabilisation de notre pays par une puissance étrangère. Je cite ici la France, avec la complicité de certains Nigériens traîtres à la nation. Ils feront tout pour que le Niger revienne sous leur domination totale. Ils vont tout faire pour revenir à l'ancien système dans lequel les dirigeants sont leurs marionnettes. Un système dans lequel les dirigeants ne se soucient plus de l'intérêt de la puissance colonisatrice et de leur clan que des intérêts du peuple du Niger. Dans ce cadre, il faut
il faut inscrire cette tentative d'exfiltration du président déchu. Quant aux incitations à la haine ethnique et raciale sur les réseaux sociaux et autres moyens de presse, c'est simplement qu'ils sont en train d'appliquer leur vieille politique, diviser pour régner. Vous avez entendu M. Macron parler des races et ethnies. Sa tentative malheureuse d'ethniciser le renversement par le CNSP du régime du président déchu. Ce qui est complètement insensé et profondément contradictoire. En effet, l'on ne peut logiquement défendre l'idée que le peuple soutient le président déchu et que les Nigériens sont racistes. L'on ne peut logiquement défendre l'idée que les Nigériens sont racistes et qu'ils ont élu un président qui serait d'ethnie ou de race différent d'au moins 98% des Nigériens. Donc ils l'ont élu président et ils sont racistes. C'est vraiment ridicule. Que ceux qui parlent de racisme et ne sont pas racistes élisent un arabe ou un noir à la tête de leur pays. En ce moment, et en ce moment seulement, nous allons faire le débat. Enfin, le gouvernement appelle les citoyens à la retenue et à avoir le sens de l'histoire, car c'est l'une des plus belles pages qui s'écrit. Demain, vendredi, plaise à Dieu, le CNSP aura ses premiers 100 jours au sommet de l'État. Face aux sanctions inédites de la CEDEAO et de l'UEMOA, le peuple nigérien fait preuve d'une formidable résilience. Cependant, les attentes sont très fortes vis-à-vis des nouvelles autorités. Est-ce qu'ils sont ensemble un parcours des 100 premiers jours du CNSP au pouvoir dans ce décryptage de Ibrahim Yerou? Ce vendredi 3 novembre 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP aura ses premiers 100 jours d'exercice du pouvoir d'État. Occasion pour les Nigériens d'esquisser un premier bilan, même si tous sont unanimes qu'il est encore trop tôt pour un tel exercice. L'on peut cependant relever quelques préoccupations et difficultés des Nigériens depuis l'avènement de la transition militaire. Il s'agit, entre autres, de la cherté de la vie, notamment le prix du sac de riz, aliment de base dans les grandes villes de notre pays, dont le prix a connu une hausse importante. Il y a aussi le délestage dans la fourniture de l'énergie électrique, le manque de liquidité dans certaines banques, d'où la pauvreté qui s'est accentuée, et la lenteur observé dans l'assainissement des finances publiques. Mais l'on ne peut objectivement analyser ces légitimes préoccupations des Nigériens sans se référer aux sanctions injustes, injustifiées, injustifiables, illégales, illégitimes et inhumaines que la France a infligées à notre pays à travers la CEDEAO et l'UEMOA. La fermeture des frontières n'a visé un autre objectif que celui de condamner le peuple nigérien à mourir de faim par manque de grains et de maladies par l'inaccessibilité aux produits pharmaceutiques que le Niger importe jusqu'au paracétamol. Mais au lieu que le Niger sombre dans la famine généralisée, ce sont les prix qui ont connu une hausse relative. Au lieu que l'on meure par centaines dans les hôpitaux par manque de médicaments, le taux de mortalité est resté dans sa triste fourchette habituelle. Quant à la suspension de la fourniture de l'énergie électrique par le Nigeria, elle ne visait ni plus ni moins qu'à plonger le pays dans le noir total avec l'arrêt brutal de son économie, voire même l'arrêt de toute existence humaine tout court. La suspension des transactions bancaires et le gel des avoirs de l'État du Niger à la BCEAO devraient porter le coup de grâce à travers une pauvreté insupportable, ouvrant la voie aux actes de vandalisme, de troubles sociaux de toute nature, pour qu'enfin s'installe le chaos. Pour le comprendre, il suffit de réécouter l'interview de l'ancien Premier ministre Oumoudou Mahamadou sur le plateau de France 24 au lendemain des dites sanctions. La batterie de sanctions qui a été prononcée par la CEDEAO et l'UEMOA, c'est un pays qui ne pourra pas résister à ce genre de sanctions. Sur le plan économique,
ça va être une catastrophe. Sur le plan social, ça va être une catastrophe. Ainsi, selon l'ancien Premier ministre de Mohamed Bazoum, le Niger n'arrive à financer son budget annuel que sur 6 mois. Et les 6 autres mois restants de l'année, le pays ne survit que grâce à l'aide budgétaire des Occidentaux et leurs instruments de domination. C'est tout simplement lamentable et on ne peut trouver meilleur aveu d'échec pour des gens qui ont dirigé le pays pendant plus d'une décennie. Et à dire que le Niger exploite l'uranium, l'or, le pétrole, le charbon, pour ne citer que cela. Et la catastrophe dont parle Oumoudou Mahamadou n'est rien d'autre que le chaos détaillé plus haut. Malheureusement pour les oiseaux de mauvais augure, la résilience du peuple nigérien, l'ingénierie gouvernementale de la transition et le soutien des pays amis ont permis d'atténuer les effets dévastateurs escomptés par les sinistres auteurs et instigateurs de ce chaos prémédité. On oublie aussi qu'il y a quelques semaines encore, le Niger était sous une réelle menace de guerre avec la CEDEAO qui avait mobilisé des moyens humains et matériels pour attaquer notre pays. D'ailleurs, jusqu'à présent, elle n'a toujours pas renoncé officiellement à son intention guerrière. À défaut de nous attaquer, les guérilleros de la France multiplient les tentatives de déstabilisation de notre pays avec le concours de certains compatriotes qui visiblement préfèrent voir le Niger à feu et à sang que d'accepter la fin de leur régime. Les messages incendiaires au relents ethno-régionalistes véhiculés ces derniers temps sur les réseaux sociaux participent de ce lugubre dessein. Comme quoi, il est encore trop tôt de crier victoire sur les ennemis internes et externes de la nation nigérienne. Parlons enfin de la lenteur sur l'assainissement en son volet reddition des comptes des anciens dirigeants. Là figure en bonne place la revendication de plus en plus forte de traduire l'ancien président Issoufou Mahamadou devant les tribunaux. Là-dessus, il faut juste retenir que ce qui donne à cette revendication légitime la chance d'aboutir est le coup d'État du 26 juillet fomenté par le CNSP. Dès lors, l'on ne peut objectivement reprocher au général de brigade Abdurrahman Chani et ses camarades de vouloir protéger les anciens dignitaires. S'ils voulaient vraiment les protéger, ils n'avaient qu'à les laisser au pouvoir sans les renverser pour qu'ils se protègent eux-mêmes, comme du reste ils l'ont fait pendant 12 longues années. La réalité est qu'il faut un certain temps pour bien sélectionner les membres de la COLDEF afin d'éviter les erreurs du passé où les commissions de moralisation n'avaient pas servi à grand-chose. Pour finir, retenons qu'à sa prise de pouvoir le 26 juillet dernier, le CNSP avait annoncé 2 raisons fondamentales. D'abord, l'insécurité grandissante, ensuite, la malgouvernance. Tout bilan sincère de la transition doit essentiellement se baser sur ces 2 raisons. Or, là-dessus, l'on pourrait être unanime à reconnaître que depuis 100 jours, les terroristes subissent des pertes énormes et perdent progressivement de leur capacité de nuisance. Et à propos de la bonne gouvernance, jusque-là, en tout cas, aucun scandale n'a encore éclaboussé le CNSP et le gouvernement. L'un à l'autre, l'histoire retiendra que sans aide budgétaire des Occidentaux, avec des frontières fermées, un embargo financier, la suspension de l'énergie électrique par le Nigeria, notre pays est toujours debout grâce à la volonté de Dieu, au travail de ses dirigeants et à la remarquable résilience de son peuple. Au-delà de tout ça, les nouvelles autorités nigériennes ont remporté haut la main le bras de fer engagé avec la France. Emmanuel Macron, on se rappelle, avait dit « Mon ambassadeur ne quittera pas le Niger ». Le CNSP lui avait répondu « Il partira
et Sylvain Ité a quitté le Niger nuitamment. Emmanuel Macron avait aussi affirmé que les soldats français resteront au Niger. Le CNSP a répondu « Ils vont quitter parce que le Niger appartient aux Nigériens ». Et voilà que plus de la moitié des militaires français au Niger est déjà parti. Il serait tout à fait légitime d'en être fier. Parlons croissance économique avec le Fonds monétaire international FMI qui annonce de bonnes nouvelles pour le Niger. En effet, malgré les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, une croissance de l'ordre de 11,1% est attendue pour notre pays. Une projection qui se trouve être la plus élevée de tous les pays de l'Afrique subsaharienne selon le rapport du FMI publié en fin octobre. Résumé de Hassan Saleh Mustafa. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger vit sous les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Des sanctions économiques jugées très sévères par les Nigériens qui étaient restés debout nuit et jour dans toutes les localités et ici à Niamey, notamment à la place de la Résistance au rond-point Escadrille. Des Nigériens qui se sont mobilisés pour rejeter en bloc toutes les sanctions prises contre le Niger et son peuple. Des sanctions qui n'ont d'ailleurs pas bloqué la poursuite des activités économiques. Malgré la situation socio-politique que traverse le Niger depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP dirigé par le général de brigade Tchani Abdourahmane, la croissance économique du Niger est en bonne santé. En effet, dans son dernier rapport intitulé Navigating Global Divergence du Fonds monétaire international FMI, il est révélé que le Niger devrait connaître une croissance impressionnante. Selon les chiffres avancés par l'institution, la projection de croissance du pays se levait à 11,1%. Cette prévision, selon toujours ce rapport, se justifie par plusieurs facteurs, dont entre autres les performances économiques annoncées au cours des prochains mois qui sont liées au progrès technologique, au changement de politique et aux industries émergentes. Le Fonds monétaire international FMI note aussi pourtant que la croissance des économies des marchés en développement et émergentes devrait chuter modérément, passant de 4,1% en 2022 à 4% en 2023 et 2024. Le rapport intitulé Navigating Global Divergence fait également remarquer que l'inflation mondiale devrait diminuer progressivement en raison d'un resserrement de la politique monétaire soutenu par la baisse des prix internationaux des matières premières de 8,7% en 2022 à 6,9% en 2023 et 5,8% en 2024. Notons que malgré la situation politique actuelle du Niger, sa projection de croissance par la FMI dépasse le Sénégal avec son taux de 8,8%, la Libye 7,5%, le Rwanda 7% et la Côte d'Ivoire 6,6%. Selon ce rapport, la projection du Niger est donc la plus élevée de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Le Niger arrive à cet effet premier d'Afrique, selon en tout cas les prévisions de croissance du PIB réel en 2024, affichant ainsi le progrès le plus spectaculaire des économies africaines en développement. Selon le rapport Navigating Global Divergence du Fonds monétaire international FMI qui analyse l'ensemble des économies mondiales. Jamais un sans deux, dit-on. La nouvelle production du pétrole brut nigérien qui est de 110 000 barils par jour, lancée le 1er novembre 2023 à Koulélé, à Gadem, dans la région de Difa, par le chef du gouvernement de transition Ali Lamine Mohamed Zen, va sans nul doute contribuer de façon significative à l'accroissement de l'économie du Niger dans les années à venir et faire du Niger une nation émergente.
Avec cette nouvelle production du pétrole brut nigérien, le Niger a multiplié ainsi de plus de 5 fois sa production journalière qui était de 20 000 barils jour depuis le début de la production en novembre 2012 à 110 000 barils par jour à compter du 1er novembre 2023. Justement, Hassan Saleh Mustafa, le Niger devient ainsi un pays pétrolier avec lequel il faut forcément compter dans le monde, notamment avec l'accroissement de sa capacité de production de pétrole brut. Une production qui passe avec une augmentation de 90 000 barils jour et qui devra permettre au pays de financer son développement si toutefois les ressources générées par le pétrole sont bien gérées. Ismaël Moumouni Moussa et Ismaël Abdou. Voilà, je le disais que le Niger est désormais un pays pétrolier avec lequel il faut désormais compter. Le pays vient d'accroître sa production de brut qui passe de 20 000 barils à 110 000 barils jour. Un accroissement qui devra permettre au pays de supporter, de financer son développement si toutefois les recettes issues de la manne pétrolière sont bien gérées. Hassan et Ismaël Moumouni Moussa plutôt. 20 000 barils jour, la production du pétrole brut au Niger passe à 110 000 barils jour, soit une augmentation de 90 000 barils. Cette hausse de production de l'or noir au Niger aura des impacts positifs sur la vie socio-économique des citoyens si les retombées de cette manne est bien gérée. Désormais, notre pays est en train d'évoluer au niveau du marché international du pétrole. De 20 000 barils, nous sommes en train de passer à 110 000 barils, toute chose qui rassure les populations nigériennes quant à ce qui concerne l'impact que les ressources ici de l'exploitation du pétrole va avoir sur l'économie nationale. Nous souhaitons à ce que cette manne pétrolière, les recettes ici de cette exploitation pétrolière puissent être utilisées pour la prospérité du pays, pour investir dans les secteurs sociaux de base afin d'assurer la redistribution équitable des ressources ici du sol et du sous-sol nigérien. Si le Niger est devenu aujourd'hui pays producteur du pétrole, c'est grâce au patriotisme du fait président Tanja Mamadou. Un mérite que lui reconnaît l'acteur de la société civile, Namawa Ibrahim. Il est lié de saluer la vision du fait président Tanja Mamadou qui a été l'homme politique le plus visionnaire du pays, qui a aidé le pays à avoir non seulement la possibilité d'exploiter le pétrole mais aussi de le raffiner sur le territoire nigérien. C'est une très bonne chose parce que imaginez, malgré que nous ayons ce produit-là, si nous n'avons pas la possibilité de le raffiner ici sur notre territoire avec les sanctions de la CEDEAO, on allait être coincé, on allait être asphyxié. Mais aujourd'hui, le résultat est là. L'or noir doit être une source de bonheur au peuple nigérien. Alors avec cette augmentation de production, les Nigériens doivent réellement sentir un changement à travers une amélioration de leurs conditions de vie. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué de l'Association des consommateurs des services de banque et secteur financier du Niger. Et je cite, le Bureau exécutif national de l'Association des consommateurs des services de banque et secteur financier s'est réuni le dimanche 29 octobre 2023 dans l'enceinte de la Bourse du Travail USTN de Niamey afin d'examiner la situation socio-politique qui prévaut dans notre pays. L'Association des consommateurs des services de banque et secteur financier demande 1. Au gouvernement et au CNSP de prendre toutes les dispositions nécessaires pour stabiliser le secteur bancaire au Niger. 2. Appelle les commerçants, les hommes d'affaires et les fonctionnaires à maintenir leur confiance au système bancaire nigérien. 3. Attire l'attention des banques à revoir en baisse le coût de
de leurs prestations de crédit et les frais de clôture de compte censés être gratuits depuis fin 2014 et faire preuve d'innovation pour satisfaire les clients. 4. Et enfin, félicite et encourage les consommateurs des services de banque pour leur comportement responsable à la résilience financière que leur impose la situation actuelle. Fait à Niamey le 29 octobre 2023, signé Kaka Meitawaya. La suite de ce journal avec la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, qui a été créée, je vous souviendrai, il y a quelque temps par le général de brigade Abdrahman Chani, chef de l'État, le 21 septembre 2023. Eh bien, désormais, les membres de cette commission, même s'ils ne sont pas encore connus, ont été nommés par décret du chef de l'État depuis hier mercredi. Voyons cela de plus près avec Sakina Gazibo et Ibrahim Abdou. La COLDEF, Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, est créée pour réprimer les crimes économiques. Cette commission, composée de 35 membres, les Nigériens ont désormais les yeux fixés sur cette institution qui a une lourde mission. De le départ, ma vision par rapport au COLDEF était que le Niger a déjà une structure spécialisée dans ce domaine. On aurait pu renforcer ses capacités, on aurait pu permettre à la justice de suivre son cours normal, mettre les moyens à sa disposition, elle pourra faire son travail comme ça se doit. Nous avons connu la commission crime et abus au moment de la conférence nationale, nous avons connu la Halcia. Si quelque part on estime qu'ils ont pu abattre un travail efficace, c'est que à la limite, c'est l'opportunité de poursuite qui se pose comme problème. Ce n'est pas le fait qu'il faut réunir les dossiers ou bien il faut mener des investigations si, quelque part, COLDEF n'a pas les coups de franche de transmettre tous les dossiers à son niveau, au niveau des juridictions compétentes. Je crois que ce serait peine perdue. Mais à partir du moment où c'est installé, il faut juste penser que c'est l'occasion à ce qu'il faut l'interpeller, qu'il puisse se donner le travail sans sélection, parce qu'aujourd'hui le Niger et son peuple n'attendent que de la justice pour que tous les dossiers soient éclairés, tous les dossiers soient épongés, toutes les personnes impliquées, quel qu'en soit ton niveau de responsabilité, qu'il n'y ait pas de cadeau par rapport aux sanctions vis-à-vis des actes que les gens ont eu à poser de par les soins. Cependant, de nombreuses interrogations persistent quant aux attentes du peuple sur la qualité, la transparence et la crédibilité des membres de la dite commission. Mon analyse, c'est de dire que c'est trop le nombre de membres du COLDEF. Maintenant, le flou qu'il y a, j'imagine qu'à partir du moment où déjà ils ont créé COLDEF, ils ont annoncé aussi les membres et que ça va être constitué de plus de 30-35, vous avez précisé, et qu'on ne nous a pas annoncé, c'est sûr que les jours à venir vont préciser effectivement les personnes qui vont animer COLDEF. Mais je souhaite que ce soit des personnes qui ne sont pas tachetées. Je souhaite que ce soit des personnes qui ont une histoire dans ce pays-là. Je souhaite que ce soit des personnes qui incarnent des valeurs morales, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une situation où le Niger est agenouillé. On n'a plus de valeurs, on n'a plus de confiance à qui que ce soit. Donc je pense que les minimums de personnes qui existent dans ces pays-là, auxquels on a le minimum de confiance, si peut-être c'est elles qui seront membres, ce serait une bonne chose. Cette commission est longtemps attendue par les Nigériens, qui attendent à ce que justice soit faite au vu de la gravité d'actes posés tout au long de la gestion des autorités de la 7e République. Une gestion caractérisée par le détournement des biens publics, la corruption, l'enrichissement illicite, etc.
Célébration ce jeudi de la journée nationale du contribuable au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. À l'origine de cette célébration, l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, en collaboration avec le ministère des Finances, Boubacar Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. Civisme fiscal, pilier de souveraineté nationale, c'est le thème retenu pour l'édition 2023 de la Journée nationale du contribuable. Et il s'agit à travers cette rencontre annuelle qui regroupe experts et conseillers fiscaux de non seulement déterminer comment favoriser la pratique fiscale, mais aussi d'inculquer aux citoyens nigériens une culture fiscale. À l'initiative, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC, en collaboration avec la Direction générale des impôts et le ministère des Finances. C'est au nom de la culture de l'excellence et de la récompense du mérite que nous avons jugé utile l'initiative Journée nationale du contribuable, s'inscrivant ainsi dans la droite ligne de notre projet culture fiscale citoyenne PC-Fisc, parce qu'il faut le reconnaître, et nous avons coutume de le dire, l'impôt est un sacrifice lourd et n'est pour personne au monde un goût sucré. Cependant, très indispensable à l'affirmation de la souveraineté de chaque nation orientée vers le progrès. Et fidèle à notre conviction de toujours que la clé du développement de notre pays reste et demeure un esprit civique fort et responsable, que le thème de cette édition est civisme fiscal, pilier de souveraineté nationale. Afin de répondre à un impératif du moment, en phase avec l'expression populaire Laboussendino, pour que chaque acteur contribuable, comme agent des impôts, s'engage davantage à accompagner l'État, parce que la véritable souveraineté nationale réside dans la capacité de l'État à mobiliser des ressources internes conséquentes pour faire face avec fierté à ses engagements de satisfaction des aspirations du peuple. Le civisme fiscal est un acte de citoyenneté qui va bien au-delà de l'accomplissement d'une obligation légale. C'est un acte de patriotisme qui contribue au développement économique et à l'indépendance financière de notre nation. Chers contribuables, le paiement de vos impôts n'est pas seulement une contrainte légale, mais plutôt un investissement dans l'avenir de notre pays. En effet, les recettes fiscales sont l'épine dorsale de notre économie et financent les besoins fondamentaux tels que l'éducation, la santé, l'infrastructure, la sécurité et bien d'autres domaines. Dans son discours de lancement, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances a invité tous les contribuables au respect des obligations fiscales. Depuis les événements du 26 juillet, notre pays fait face à des sanctions iniques, illégales et illégitimes de la part de certaines organisations sous-régionales et de certains partenaires, le confrontant à divers défis, notamment économiques, sociaux et sécuritaires. Il est de notre devoir de contribuer collectivement à relever ces défis à travers la promotion du civisme fiscal, gage du développement socio-économique de notre pays. Le respect de nos obligations fiscales est une manifestation claire de notre engagement envers notre pays. Chaque fois que nous payons nos impôts en temps et en heure, nous contribuons directement à la mise en œuvre de politiques publiques dans un élan de solidarité nationale. À travers un panel, la question fiscale a fait l'objet d'un développement par un parterre d'experts mobilisés pour la circonstance. Pour rappel, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance a décerné des témoignages de satisfaction à l'intérimaire du directeur général des impôts et au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances. Le renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse CNJ a débuté depuis hier et devra se poursuivre jusqu'au 5 décembre 2023. Quelles sont les attentes des jeunes Nigériens vis-à-vis de ce renouvellement? C'est ce que nous avons tenté de savoir en posant la question à quelques citoyens jeunes. Nous, notre attente, c'est tout simplement, nous attendons à ce qu'ils travaillent, qu'ils répondent aux attentes des étudiants qui les ont élus. Parce que c'est ça l'essentiel. Et non venir faire du n'importe quoi. On a constaté les années antérieures qu'il
il y a eu beaucoup d'insuffisances. Donc nous attendons à ce qu'ils fassent de leur mieux pour parvenir à répondre aux attentes des étudiants. Nous souhaitons juste avoir des voix révolutionnaires qui vont juste aider la population à évoluer. Nous voulons aussi avoir des gens qui vont aider, comme les étudiants, comme nous sommes ici. Nous voulons que nous puissions avoir ceux qui vont nous aider à accomplir notre mission. Nous attendons à ce qu'il y ait des jeunes qui vont incarner en fait la responsabilité de leur gestion. Des gens qui seront capables, des gens, si je peux le dire, qui ont la notion sur la chose. Avoir les dirigeants qui peuvent nous représenter, quel que soit au niveau communal, régional, même à l'international si possible. On ne veut pas avoir des gens qui vont venir faire de n'importe quoi, aller parler au nom des partis politiques. Non, la jeunesse est là. La jeunesse a besoin des gens qui peuvent les guider sur les bonnes voies. Voilà donc qui nous amène à la fin de ce journal de la télévision Labari, journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain, à vendredi, à partir de 21h30, vous pourrez suivre en direct l'émission Contour qui va traiter du thème des 100 jours de gouvernance en mettant l'accent sur les tentatives de déstabilisation de notre pays, mais aussi la grogne de certains citoyens vis-à-vis de la gestion du pouvoir d'État par le CNSP. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah.